Vous écoutez Axon par capsule. Dans ce 3e épisode, c'est l'addiction qui va recevoir notre attention la plus totale. Nous allons d'abord écouter les passages pertinents du récit de Tony, certains déjà diffusés, d'autres nouveaux, avant de partir à la rencontre d'un spécialiste de l'addiction, Marc Auriacombe, psychiatre, addictologue et professeur à l'université de Bordeaux. Mais avant, Faut que je vous parle du travail de Agathe qui a fait un travail formidable sur l'identité visuelle de Capsule. Elle fait des illustrations inspirées de l'iconographie médiévale occulte. Vous pouvez trouver des prints dans sa boutique et la contacter pour des expos ou des collabs. Allez voir sur lasatané.fr, vous trouverez le lien en description de ce podcast. bonne écoute. Je pense que je représente une personnalité qui est à même d'avoir des fragilités et donc de se retrouver dans une situation telle qu'être devenir SDF. Donc, effectivement, quand tu me poses les questions pourquoi, je te dis parce que déjà, à la base, j'étais fragile. À la base, il y a eu une certaine fragilité chez moi et il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont encore plus détruit, qui m'ont encore plus... Enfin, voilà. Est-ce que tous les gens de la rue sont comme ça? Je sais pas. La plupart que j'ai rencontrés, oui, sont des gens qui ont été brisés. La plupart, vraiment. La majorité des gens. D'autres, je pourrais pas dire. Et d'autres, je sais que non, qui l'ont choisi. Mais eux, comme je te disais tout à l'heure, c'est un très, très, très faible pourcentage. Vraiment. J'ai eu une enfance très heureuse, mais que j'ai bafouée et que j'ai rendue très compliquée, alors qu'elle aurait pu être très simple, parce que j'avais tout pour qu'elle soit très simple. Mais moi, j'étais un enfant très compliqué. Et je l'ai subi, ça. Aujourd'hui, je me rends compte. Je dis pas que je faisais exprès d'être un connard, tu vois. Je subissais l'enfant compliqué que j'étais. C'est quelque chose avec lequel, déjà, je combats encore aujourd'hui. Avec lequel... c'est des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse aujourd'hui. J'en ai quelques-unes, évidemment. Je te dis, moi, c'est l'abandon, beaucoup. Mais ça, c'est très personnel, vraiment. Moi, j'ai toujours eu un sentiment d'abandon très fort, alors que ma mère a été très proche de moi, a toujours été très protectrice, toujours là. Elle m'a jamais abandonné, jamais. Elle a toujours tout fait pour que je sois là. Je suis au milieu d'une fratrie, hein. J'ai une grande sœur et un petit frère, donc on était 3. Ma mère a quitté mon père quand moi j'avais 5 ans. Mais j'ai toujours eu ce sentiment, enfin, c'est pas un sentiment, c'est une peur, en fait. C'était pas un sentiment d'abandon, voilà, c'est ça. Elle est là la nuance. C'était pas un sentiment d'abandon, c'était une peur de l'abandon. Et ça, je l'ai toujours eu et ça m'a toujours suivi. Et ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce côté un peu charmeur, ce besoin de plaire. Et en même temps, de déplaire, c'est pas grave. Mais en tout cas, d'être remarqué. Tu vois? Même si je déplais, c'est pas grave. Mais au moins, je suis remarqué. Faut qu'on me remarque. Je peux pas passer inaperçu. Voilà. Et ça vient, pour moi, voilà. En tout cas, de ce que j'en suis de ma thérapie à moi, aujourd'hui à bientôt 33 ans, c'est ça. C'est cette idée-là. Après, il y a un deuxième volet, c'est la mort de mon père. J'ai pas compris et j'ai pas accepté parce que j'étais pas prêt du tout. Il était pas malade, il était pas. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, lui il en avait 42. Et il est mort d'un arrêt cardiaque parce qu'il était alcoolique et qu'il fumait beaucoup. Mais c'était quelqu'un d'adorable. Il m'a jamais fait le moindre mal. Il a jamais. Après, il a beaucoup plus eu le rôle d'un grand frère que d'un père. Quand je lui disais papa aide-moi à faire les devoirs, il me disait non. Moi quand j'étais gamin, les devoirs je les faisais pas, on s'en bat les couilles. Donc c'était plus un poteau, c'était plus un frérot qu'un père. Mais il avait quand même le charisme et l'allure d'un père. Donc pour moi il avait évidemment l'image du père. Bref, il est mort à 32 ans, moi j'en avais 12. Et j'ai absolument pas compris l'information. J'ai absolument pas accepté l'idée. J'ai absolument pas... Non, pour moi c'était non. Je refusais, c'était hors de question. J'étais pas d'accord. J'avais mon putain de droit de veto sur l'idée là. Non, non, papa, tu reviens en fait et on en discute. Tu vois? Et après, si tu me donnes tes putains de raisons, on voit.
Mais hors de question que tu te barres comme ça sans que j'ai rien à dire. Hors de question. Et ça a créé une idée en moi que perdre les choses sans participer à la perte de la chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans raison, sans raison. Perdre les choses sans raison, c'était inadmissible, inacceptable, ingérable. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé un rapport social avec les gens qui a fait que dès que j'ai été très proche de quelqu'un, j'ai tout fait pour tout détruire. Parce qu'au moins, ça me donnait une bonne raison de perdre la chose, la personne ou la situation en question. J'avais au moins une raison. J'allais pas la perdre du jour au lendemain en claquant des doigts. Non. Je la perdais parce que je suis un connard. Et parce que j'avais tout fait pour le faire. À partir du moment où je suis arrivé à la rue, c'est que j'avais plus rien et maintenant j'avais plus rien à perdre. Et du coup, ça m'a sorti de cette dépression-là, de cette boucle infinie dans laquelle j'étais depuis que je suis gamin. Ça m'a aidé à sortir de ça. La rue, ça m'a offert un foyer, des amis, un entourage, une famille, une protection et de quoi manger, de quoi tout. Moi, le fait que je sois à la rue vient d'un problème comportemental, c'est clair et net. Et c'est ce problème comportemental qui t'a mené à l'alcool? L'alcool, au début, ça a été une solution surtout, parce que ça m'aidait à m'amuser, à dormir surtout. À dormir? Ça a été une solution pour dormir. Tu t'es mis à picoler, parce que en vrai, tu t'es mis à picoler quoi? À 12-13 ans, quoi. Ouais, ça. Pour dormir? Non. En premier lieu, pour rigoler. C'était pour le fun, quand même. En premier lieu, Ouais. c'était pour le fun. Et ensuite, j'ai réalisé que ça m'aidait à dormir. Et c'était quelque chose qui était terrifiant pour moi et qui était très, très problématique. J'étais super insomniaque quand j'étais gosse. Et je me suis rendu compte à 12-13 ans que si je buvais une tuile de whisky avant de dormir, Et ça t'arrivait de le faire? à partir de ce moment-là, je l'ai fait quotidiennement. À 12-13 ans? Ouais, 15? Quotidiennement, non. En tout cas, il y a des moments Plus où tard. t'avais envie de dormir, tu disais merde, j'ai picolé, quoi. À cet âge-là, c'était les pétards. L'alcool, ça a plus été 18-19. Vraiment quand je suis sorti du lycée. C'était le week-end, mais c'était pas quotidien. Par contre, les pétards, je sais pas si tu te rappelles, gros. Voilà, même on fumait 10-15 joints par jour, quoi. Moi, j'avais compté, Ouais. j'en roulais 11. Ouais. Minimum. Ouais. Mais c'est ce que je roulais. C'est ça. Tu fumes sur des autres aussi, C'est tu vois. ça. Donc c'était nawak. Après, les autres fument sur les tiens aussi, donc tu Non, fumes non, pas bien sûr. 11 perces. Non. Mais voilà, Mais du tu coup, fumes sur 10, 15, ça 20 t'amène joints par 15-20 joints jour. par jour, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Ouais, on avait quel âge? On avait 14 ans, frérot. Gamin, tu dormais pas. J'avais beaucoup de mal. Et c'était quoi? C'était les pensées qui étaient Ouais. là. Ça Exactement, te faisait ouais, ça, une insomnie classique. Moi, c'est un mental envahissant, ouais, c'est clair et net. Tu m'avais parlé de cauchemar aussi. Ouais, mais ça, je m'en bats les couilles, je dors. Ouais, mais ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose Si qui je se fais un passe. cauchemar, ça veut dire que j'ai dormi, c'est bon, je suis C'est en yam. place. Je suis en place, frère. Ça veut dire que j'étais inconscient. C'est cool. Mais il y a un truc On dans bat le les cerveau, quoi. Ouais, Il s'est passé quelque chose. Quand est-ce que je t'ai parlé de cauchemar? Hier. Ah ouais? Mm. Parce que j'en fais pas beaucoup. Tu m'en avais jamais parlé et J'en tu m'en fais as pas parlé beaucoup. hier. J'en ai ouais. Parce que tu te Ceux défonces que j'ai maintenant. fait, Voilà. il y en a qui m'ont traumatisé. Mm. Mais bon, comme tout le monde, j'imagine que toi c'est pareil, tu vois. Non. Moi, j'ai jamais eu de cauchemar traumatisant. C'est vrai. Mm. Ah, moi, quand je fume pas, je me rappelle très souvent de mes rêves. J'ai un cycle de nuit qui est calé maintenant. Quand je m'endors, donc je m'endors défoncé, sinon je m'endors pas, je tombe dans un sommeil profond qui va durer environ 4-5 heures. Au bout de ces 4-5 heures, je vais me réveiller. Et à partir de ce moment-là, je vais me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir. Je vais somnoler, en fait, pendant 5-6 heures. Ou moins des fois. Des fois, c'est 2, des fois, c'est... Quand je te dis que je reste des fois 13 heures au lit, mais je dors 5 heures, vraiment, d'affilée. Et après, pendant 7-8 heures, je somnole, vraiment. Et dans ces moments-là, des fois, je fais des rêves. Et je m'en rappelle. Et je sais pas, et ces rêves-là, ouais, enfin, je sais pas, en général, ils me font beaucoup rire. Est-ce que tu as eu toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions? Ouais, des fois, oui. Par exemple, quand? Quand j'avais
Bah, enfin, T'étais non. alcoolique. Et tu l'es toujours. Ouais. À Mais partir ça a du été moment. super difficile parce qu'en plus, elle a complètement refusé le fait que je sois alcoolique. Elle a complètement. Elle a cru que c'était pas vrai. Elle a Non, cru que tu pouvais arrêter, que non, juste. elle m'a interdit de boire de l'alcool. Ouais. Non, mais je sais, je me souviens de la fois où tu nous l'as présentée. Elle était allée pisser et tu t'es fait 2 shooters en speed. Ouais, voilà. Oui, chez toi, ouais, Ouais. ouais, Ouais. carrément. Ouais. Et je faisais ça tout le temps. Ouais. Je faisais ça tout le temps. Mais donc c'était du déni. Ouais, complètement. Donc. Donc du coup, ça m'a pas aidé, certes. Bah non. Mais n'empêche que, moi, je savais que j'avais toutes les cartes en main, là, pour le coup. J'avais la femme de ma vie. J'avais ma fille. J'avais ma maison, enfin, mon appart. Enfin, Je connais J'étais pas pas- les démarches, quelles sont les étapes pour vaincre l'alcoolisme, mais je crois quand même que l'acceptation de l'alcoolisme est une des premières, quoi. Ouais. Et donc nier l'alcoolisme, c'est aucunement un moyen de le régler. c'est le pire. Non, c'est l'inverse. C'est Ouais. l'inverse. C'est ça, c'est le meilleur C'est la moyen pire de des le choses, renforcer. Ouais, exactement. ouais. Mm. C'est la pire des choses à faire. Donc à ce moment-là, Comme T'as on va chié, même pas mais dire, c'était pas on va- ta faute. On va même pas dire alcoolisme, on va dire toxicomanie. ouais, À partir du moment où t'es tox, de quelque drogue que ce soit l'alcool ou autre chose. addict, l'addiction. Voilà, exactement, l'addiction. Mhm, mhm. À partir du moment où t'es addict. Mais donc, vaincre une ouais. addiction, c'est d'abord commence par l'accepter, quoi. Et donc, Carrément. et tu vois, dans Ouais, ton exemple, Tout à fait. je t'ai demandé à quel moment t'as pris une mauvaise décision alors que t'avais toutes les cartes en main, et tu me parles de. Mais je valide pas. C'est pas ta faute. T'avais pas toutes les cartes en main, puisque t'étais en train de jouer un rôle qui était pas fait pour toi. T'étais en train de jouer le rôle du mec qui pouvait contrôler son démon. Bah, j'aurais pu. Mais non, Si. pas en niant le fait que t'es alcoolique, Non. ou enfin en tout cas addict. Non, mais je le niais pas. Moi, je le niais pas. C'est C'était elle qui le niait. c'était mon entourage qui le niait. Ouais. C'était mon entourage qui le niait, ouais. Hein Et du coup, ouais, forcément, ça m'a pas aidé, mais ça me déculpabilise pas. T'es en train d'essayer de me déculpabiliser. Mais c'est important. Moi, je pense qu'il faut le faire. Non, mais moi, je suis pas d'accord du tout. Mm. Regarde, moi, je parle de toi avec nos amis communs qui ont tous des réflexions, des Mais attitudes. même entre toi et moi, Quoi déculpabilise pas le fait ce qui s'est passé, le Mais fait que t'as- t'aies plus voulu me parler. Mais t'as aucune Je l'ai raison de le tellement faire. compris. T'as aucune Mais raison non, mais de je le l'ai faire. compris, je Ouais. l'ai compris. Ouais, Et t'es- c'est ma faute. Ouais. On est T'es d'accord. coupable, ouais. On est d'accord, Ouais, je suis putain de d'accord. merde. Mais t'es pas Voilà. responsable. C'est-à-dire quoi, je suis victime alors? Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, moi, je suis d'accord avec moi. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec moi quand je me vois devant le verre et que je choisis de le boire. Plutôt que de choisir d'aller voir mon pote. Tu crois que tu le choisis, mais. Tu sais, le cerveau, c'est vraiment un truc de. C'est vachement bien, hein, mais c'est vachement de la merde aussi. Hein. Ah, c'est un outil compliqué, hein. Et puis quand il décide de mal fonctionner, il fonctionne mal jusqu'au bout et il se donne l'impression de bien fonctionner et de rationaliser des choses. Et de genre, il te fait croire que des trucs que tu fais, tu les as Gros, j'ai choisis. bientôt 33 ans. Et alors? Alors quoi? Je sais pas, ça a une valeur. Ouais. Ça a un sens. Hein. Il y a un moment donné où j'ai eu des gens comme toi autour de moi, des gens incroyables qui m'ont appris beaucoup de choses et j'ai tiré aucune putain de leçon de tout ça. Mais parce qu'on sait pas quoi faire, nous. On n'est pas formé pour ça. C'est pas. Non, c'est- mais moi-même, j'aurais dû les tirer, putain. Je sais pas si c'est si facile. Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'addiction est une maladie? Oui, Oui. Donc tu es malade. oui. Et est-ce qu'on est toujours responsable de sa maladie? Par contre, on voilà. peut être Merci. responsable de l'avoir. Merci. C'est la question qu'il fallait poser. Mhm. Tu chopes le DAS. Tu chopes le. Bon, après, si t'as fait le con, quoi. Enfin, bon, bref. Mais tu le chopes vraiment en ayant fait attention. Tu vois, tu chopes le sida, tu chopes une hépatite B, mais en ayant tout fait, tu le chopes. T'arrives. T'as pas fumé toute ta putain de vie. À 60 ans, t'as un putain de cancer du poumon. Mhm. Tu peux rien te reprocher. Tu peux pas te le reprocher, on est d'accord. L'alcoolisme, c'est une maladie, Mhm. certes. Mais c'est une maladie choisie. En gros, Euh, t'es devenu addict à 15-16 ans. Ça a commencé j'ai là, toujours été addict. Voilà. Non, même bien avant. bien avant. Ok, 10, j'essaie d'être 10, cool. 9, 10 ans, 11 ans. 10, 11 ans. Et donc, ouais, tu l'as choisi peut-être, mais tu l'as choisi à un âge où on choisit quoi? On choisit rien, on n'a pas de cerveau. On est con. On connaît rien. Bah, on est un enfant, hein, on Ouais. a certainement pas Et donc t'as fait à ce avoir- choix-là. on a certainement pas à avoir accès à ce genre de choses. Quand t'as fait le choix de quelque chose, tu l'assumes, frère.
Ouais, mais on a le droit de faire des mauvais choix. Bien sûr. Et Et quand on réalise qu'on a fait un mauvais choix, on fait quoi? On prend la route inverse et on corrige. ouais, Et on corrige l'erreur. sauf qu'on peut pas le faire tout seul. Quand on est malade, il faut un médecin. Pourquoi est-ce que toi, tu te pardonnes pas? Je sais pas. Fais-le et arrête de nous emmerder. Non, mais faut que j'arrive à trouver la réponse à cette question. Ouais. Faut que j'arrive à trouver la réponse à cette question, c'est clair. Pourquoi est-ce que je me pardonne pas? Et quand je l'aurai trouvé, ça changera tout. Mais je l'ai toujours pas trouvé. Ouais. Je me pardonne pas. Mais tu te pardonnes pas des erreurs qui sont conséquences de quelque chose que tu as vécu quand t'étais gamin. Ouais, je t'emmerde. T'arrêtes pas d'essayer de me déresponsabiliser des choses. Tu Mais vois, t'es pas c'est faux. responsable. Mais si. Putain Moi, de je suis merde. pas d'accord. T'es pas responsable. Ben, moi, je suis pas Les d'accord choses avec que toi. t'as faites, tu en es coupable. Il y a des choses que t'as faites, t'aurais pu les éviter et ça fait de toi un connard de pas l'avoir fait, clairement. Mais tout ça, ça vient d'un truc avant. Il y a eu un point de Ouais, bascule. bah alors je suis responsable de pas avoir réglé ce problème d'avant. Ouais, Dans ce cas-là, mais si tu veux pousser le truc. sauf que Si tu veux pousser le truc. mais ce truc que t'as Je suis pas réussi responsable à dans tous les cas. régler. Je suis C'est- responsable dans tous les Non, cas. t'es pas responsable. Si. Ce truc que t'as pas réussi à régler, t'étais un gamin. Et c'était Ouais, mais moi, j'ai impossible à 30, j'ai régler. bientôt 30 Et ans. alors, oui, mais ce qu'il y a, c'est que t'as fait une connerie quand J'ai t'étais un fait gamin. bien plus que ça. Oui, non, mais il y en a une qui t'a mené à l'addiction. Et c'est cette connerie-là qui est responsable du reste. Non, l'addiction, c'est comme la rue, ça a été une solution. Mais arrête, qu'est-ce que tu parles de solution Si. T'es même Ça en a train été de me un dire que t'es pansement. devenu addict à 9 ans. Ouais, mais ça a été un pansement. Mais pourquoi à 9 ans alors? À 9 ans, quand je te dis 9 ans. Déjà avant la mort de ton Non, père? j'étais. Ouais, j'étais très attiré par l'ébriété, Mhm. l'ivresse. Depuis mes 8 ans. Première cuite, c'était 8 ans. Et au Ricard pur avec un pote. Et depuis ce moment-là, j'étais très attiré. À 10 ans, j'ai acheté mon premier paquet de clopes, on fumait avec les potes. À 12, on a commencé à fumer des pétards, à ramener voilà, des fioles, de whisky, des trucs comme ça, tu vois, en cours. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et au début, je pensais juste que c'était le côté, enfin, à cette époque-là, on va dire, sans avoir travaillé sur le sujet. Normal. Sans avoir travaillé sur le sujet, je pensais juste que bah, c'était le côté attractif Mhm. qui m'attirait. Après, en y réfléchissant, j'ai compris que il y avait autre chose derrière. Et que ça m'évitait certaines souffrances, que ça m'évitait certains... Déjà, ça m'aidait à dormir, comme j'ai déjà dit. Et qu'en plus, voilà, ça me faisait m'échapper d'un quotidien qui, pour moi, était insupportable. Alors il était supportable. Enfin, voilà, j'étais pas battu, j'étais pas violé, j'étais pas... Mais pour moi, le quotidien était quand même insupportable. Et la drogue, notamment à l'époque, les pétards et l'alcool, et après aussi, très vite, quand même, les TAS, l'ecstasy, bon, très vite, m'ont fait découvrir un monde qui pour moi était une libération, un échappatoire, un exutoire total. Total, vraiment. Et pour moi, c'était voilà. Donc, c'était une certaine solution. C'était une solution. Oui, En mais fait, pour échapper je à l'ai quelque pris chose. en tant que solution, moi. Ouais, mais pour échapper à quelque chose. Oui, Mais c'est à un quoi? problème. Ouais. Bah, c'était ma vie de. Je saurais pas pourquoi te dire. Bah, il y a Enfin, peut-être un truc qui s'est passé que toutes tu les sais, souffrances dont tu je te viens de souviens pas. parler, je viens de chialer devant toi en parlant de mon père, et voilà. Ouais. Mais évidemment que ça a fait Ouais, partie mais de tout ça a l'air d'avoir commencé avant. Je sais pas. Oui, oui. Avant mes 12 ans, oui, ça c'est sûr. La mort de mon père, ça a été un putain de déclencheur, tu vois. Mais bien avant, j'étais déjà Ça super. appuyait sur la pédale d'accélération, mais il y avait déjà Oui, j'étais déjà- c'était déjà en route, J'étais quoi. déjà instable. J'étais déjà un enfant malheureux, alors que je vivais vraiment. Je te jure, et je le répète, et je le dis, et je le dirai jusqu'à ma mort. J'ai eu l'enfance la plus belle du monde, avec la maman la plus géniale du monde. J'ai jamais manqué de rien. Ma grande sœur, c'était la meilleure grande sœur. Mon petit frère, c'était le meilleur des petits frères. Mon école, on était bien. Enfin, c'était le paradis. C'était le paradis. Et pourtant, j'étais malheureux. Et pourtant, j'étais mal. Hmm. Et la mort de mon père à 12 ans, effectivement, a
enclenché tout ça. Quand je suis parti faire ma deuxième cure de désintox pour sortir de la piave, tu vois, pour sortir de l'alcool, j'ai fait deux cures très courtes, hein. La première, elle a fait 3 semaines. La deuxième, elle en a fait 2, donc très courtes. Et à la fin de la deuxième, mon psychiatre, qui est quelqu'un de très renommé, qui a écrit des bouquins, enfin voilà, dans l'addictologie, et notamment dans l'alcoolisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé toute sa vie. Et il m'a dit, gros, t'es juste pas prêt. T'as pas envie. T'as pas eu le déclic. T'as pas touché le fond. T'as toujours pas touché le fond. Et pour que tu remontes, frère, faut que tu touches ce putain de fond, en fait. Et tu l'as toujours pas touché. Et là, je te parle d'il y a 1 an. 1 an de ça. À ce moment-là, enfin, ben, je suis allé beaucoup plus bas que ce que j'étais avant de rentrer en clinique. Pour essayer de le chercher, ce putain de fond, tu vois. Je l'ai toujours pas trouvé. Et je pense que les mecs qui se mettent une balle dans la tête, ou enfin les gens, d'ailleurs les mecs ou les filles, qui se pendent, qui se jettent du 10e étage, ils n'ont jamais eu ce déclic. Donc il n'est pas obligatoire, ce déclic. Il n'arrivera pas, il n'est pas immuable, il n'est pas imminent. Et ça te met dans une espèce d'infini, de trucs sans fin, où de toute façon, ben, la réponse est, tu l'auras pas, en fait. La réponse, tu l'auras pas. J'ai beau être fragile et faible, je suis un guerrier, je te le dis. Mais contre moi-même. La défense, c'est déjà ce qui m'a amené à la rue, parce que je suis alcoolique depuis longtemps. Et ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait perdre l'immense majorité des choses pas que je possédais, mais qui m'entouraient en tout cas. Donc je parle voilà, de ma maison, de ma femme, de ma fille, mon travail, ma carrière, ma vie de base, quoi. Et Une maintenant, base maintenant que Quelle t'es à base la... On va parler de la base, t'inquiète. C'est Une pire, base c'est pire Vous avez maintenant parlé de d'ailleurs. base Non, pas forcément. Ça dépend des jours. Ouais. Enfin, il y a un truc qui a changé quand même. On vient de dire le mot d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais ça avait changé avant, mais j'avais pas aimé ça. T'avais déjà basé avant d'être à la Une rue? fois, ouais. 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 J'avais pas aimé ça du tout. Pour clarifier quand même, basé, on parle donc De fumer de de la fumer coke. la coke, quoi. Et Au lieu de la taper en trace, on parle c'est l'équivalent du crack. Le crack, c'est c'est un peu l'idée, pauvre, ouais. c'est une façon... Le crack, c'est plus de la meth. Ouais. C'est des amphètes, plutôt, que de la coke. En tout cas, on parle de pipe comme de l'image Voilà. qu'on a, de la pipe en verre qui est chauffée avec un briquet C'est ça. et qui te envoie une perche directe. C'est ça. Et avant ça, la coke, tu l'as tapée, quoi. Ouais, Ouais, exactement. Et c'est Taper, vrai ça veut que dire en trace je la... par le nez. Ouais, c'est ça, je la tapais en trace. Et c'est vrai que oui, ça a changé, mais je pense pas que ce soit... je pense pas qu'on puisse lier ça au fait que j'ai été à la rue. Je pense que dans tous les cas, moi, je me suis toujours drogué. J'ai toujours aimé ça, depuis que je suis gamin. Enfin, depuis que j'ai 14-15 ans, quoi, on va dire. Voire même un peu moins, mais bon. Bref. Je pense pas que ce soit forcément lié. C'est plus une histoire d'expérience. Après, ouais, effectivement, j'ai vu beaucoup plus de gens. C'est un fléau. En vrai, c'est un fléau. Dans la zone telle que je la connais aujourd'hui à Toulouse, la cocaïne basée, c'est un fléau. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dedans. En 6 mois que j'ai vu là, il y a encore 8 mois, 9 mois, quasiment personne le faisait. Et c'est devenu une mode de ouf. Et du coup, en quelques mois, aujourd'hui, tout le monde fume de la coke et tout le monde ne fait la manche que pour ça. C'est un truc de fils de pute, je te jure. Vraiment, c'est hallucinant. Que tu ailles à n'importe quel spot, dans n'importe quelle zone, c'est que ça. Donc il y a Mais, cette mode, pour il y a moi- cette mode qui est arrivée sur la zone, mais Ouais, mais il y a un peu dans aussi le toute la fait France, apparemment. mais il y a aussi le fait que tu De étais ce quand que même j'ai dans un entendu. point de rien à foutre parce que tu t'étais plus ou moins interdit de tomber là-dedans et tu l'as fait là. Mais je me suis toujours interdit de tomber dans le tank, d'enfer dans le fait de se piquer, Mhm. et je l'ai pas fait. Mhm. Donc, finalement, je garde quand même toujours mes interdits, Ouais. tu vois. Mhm. La coke, le fait de la fumer, c'était pas que c'était un interdit, c'était juste que j'avais eu une première mauvaise expérience, tu vois, Ouais. et que je préférais largement la taper. Ok. Et en fait, la deuxième expérience que j'ai eue, j'ai fait waouh.
fait, c'est tellement mieux de la fumer. Et en fait, c'est pas que c'est tellement mieux de la fumer, c'est que c'est différent. 2 effets complètement différents. Et l'héroïne, c'est plus à la mode maintenant ou quoi? Si, au taquet. Ouais, Ouais, il y en a beaucoup. ouais. Qui est quoi, taper ou fumer ou piquer? Les 3. Ouais. Moi, j'ai vu des mecs se taper, se piquer au Seresta, frère. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un médoc qui est enfin, qui est pour le traitement contre l'alcool. Quand Mhm. tu rentres en clinique ou quoi. Enfin, quand tu essaies de te sevrer de l'alcool, on te donne des Seresta. C'est censé être une espèce d'anxiolytique couplé avec un truc qui va te couper le manque de l'alcool, en gros, tu vois. Et j'ai vu des mecs se tanker avec ça. C'est-à-dire se mettre ça dans les veines. Et c'est noir comme de la suie, comme du pétrole, frère. Et les mecs qui se mettent ça dans les veines. Enfin, tu vois, non, c'est. Non. Si tu veux me parler de la défonce dans la rue, t'es pas prêt. Mhm. T'es pas prêt. J'ai vu des gens faire des choses vraiment, vraiment de ouf. Ouais. Ouais, beaucoup plus que. Enfin, beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais tu connais et tu le sais. Et toi aussi, tu connais le monde de la teuf, Mhm. le monde de la techno, des camtars, de tout ça. Donc, un peu le monde de la rue. Ça se Ouais, rejoint bah, quand ils sont même. très proches, bien Ça se sûr, rejoint. clairement. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup plus de trucs sales en 1 an de rue qu'en 15 ans de teuf. Ouais. Ouais. Au niveau de prise de drogue et de cette espèce de besoin de s'autodétruire, quoi, de se tuer, tout simplement. D'envie de mourir, quoi, mais sans avoir, peut-être, je sais pas, la conscience, les couilles ou le. J'en sais rien, mais sans avoir ce truc de vraiment faire le pas et se tirer une balle dans la tête, tu vois. Mais par contre, tu sens une volonté, je parle pas de tout le monde, évidemment, hein, Mhm. mais ça existe, d'autodestruction, mais extrême. Extrême. Genre, plus aucune. Comme on disait tout à l'heure au niveau des lois, tu vois, bah, tu fais plus partie des mêmes lois, tu es sorti de la société. Bah, au niveau du respect de la vie, t'es plus pareil non plus. T'es sorti aussi. Il y a un côté je m'en foutiste, mais qui est vraiment religieux, tu vois, et qui est extrême. Et qui est, mais de toute façon, enfin voilà. Cet été, en 4 mois, j'ai perdu 5 personnes que je connaissais. C'était pas des amis, parce que j'arrivais à peine à la rue. Mais pour certaines personnes que je connais, c'était des vrais amis qui étaient à la rue depuis 3 4 ans avec, tu vois. Et cet été, il y en a 5 qui sont morts. Parce qu'il y avait du produit de merde qui tournait à Toulouse, tu vois. Il y avait de l'héros de merde qui tournait à Toulouse. Et il y a eu 5 OD. 5 OD en 4 mois. Et donc, ça te remet un peu, ouais, enfin. En général, moi, dans ma vie de tous les jours, enfin, quand. Je perds pas 5 personnes, 6 personnes en 4 mois dans ma vie. Mhm. Toi non plus. Mhm. On est d'accord? Mhm. Et donc voilà, il y a cet aspect aussi envers donc la valeur, ouais, je disais le respect, mais c'est plutôt la valeur de la vie. La valeur de la vie qui change. L'aspect, il change. T'as plus la même valeur de la vie. Elle devient beaucoup plus futile, beaucoup plus absurde, encore une fois. Peut-être. Bonjour professeur Auriacombe, vous êtes spécialiste des addictions. Bonjour, je m'appelle Marc Auriacombe. Effectivement, je suis addictologue, spécialiste des addictions. J'ai une formation de psychiatre avant et je suis professeur à l'Université de Bordeaux où je dirige une équipe de recherche au CNRS qui porte sur des modèles humains d'addiction, c'est-à-dire où on cherche à déterminer ce qui caractérise chez les êtres humains l'addiction, avec un présupposé qui est la recherche des facteurs communs aux différentes addictions, de ce qui les distingue aussi, mais de ce qui les rapproche entre les différentes addictions, que ce soit aux différentes substances, mais aussi aux comportements sans substance, comme on dit, aux addictions sans substance. D'accord, ce sont justement là les différentes formes d'addiction, les addictions aux substances et sans substance. C'est tout ce qu'on retrouve. Voilà, voilà. Et par ailleurs, je suis aussi médecin, clinicien,
et je suis amené à suivre, des patients, comme peut faire tout médecin, ce qui me permet aussi de tester, les hypothèses, qu'on fait au niveau de la recherche. Pouvez-vous décrire les formes d'addiction, en elles-mêmes? Il y en a que 2. Dans une addiction, il y a plusieurs choses. L'addiction au sens strict, c'est, la perte de contrôle, c'est la dérégulation du contrôle de l'utilisation d'un objet de gratification. C'est-à-dire que, enfin, dit autrement, ce qu'on appelle les addictions au sens large, depuis toujours, c'est un ensemble hétérogène de choses qui se caractérisent par un usage excessif de différents objets, qui peuvent être des substances ou des comportements, et dont l'usage excessif se traduit par des effets toxiques et néfastes pour la santé. Cet ensemble, c'est hétérogène. En fait, il y a plusieurs raisons de faire usage, il y a plusieurs maladies. Et au cours des 15, 20, 30 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès qui nous a permis, au niveau à la fois de l'épidémiologie, de la description clinique chez l'homme, de la recherche chez l'animal, beaucoup de progrès pour faire la part des choses. Et dans cet ensemble hétérogène, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, alors classique, que tout le monde connaît, c'est un aspect toxicologique, c'est-à-dire tout ce qui peut donner lieu à addiction a des effets toxiques. Hein, l'alcool a des effets toxiques, le tabac a des effets toxiques, l'héroïne, la cocaïne ont des effets toxiques, la consommation de sucre a des effets toxiques, la consommation, la pratique du sport en excès, voilà, toutes ces choses en excès ont des effets toxiques, ont des effets néfastes pour la santé. La pratique des jeux d'argent en excès a des effets toxiques, négatifs. L'utilisation des écrans en excès a des effets toxiques, nocifs. Par ailleurs, il y a ce qui est central, caractéristique de l'addiction au sens singulier, sans S, et qu'on retrouve dans les différentes addictions, c'est la perte de contrôle de l'usage. En effet, il y a un système qui nous permet de moduler l'usage, de contrôler, de réguler l'usage des différents objets qui peuvent donner lieu à addiction. Ces différents objets, si ils sont connus du point de vue de la santé comme des objets toxiques, si on en fait usage, c'est pas pour les effets toxiques, c'est pour les effets agréables. Voilà, parce que pour certaines personnes, l'usage d'alcool, l'usage de tabac, l'usage d'héroïne, l'usage de cocaïne, l'usage du sucre, l'usage des jeux d'argent, l'usage des écrans, ce sont des activités qui sont ce qu'on appelle renforçantes positives, c'est-à-dire qui sont agréables en soi, qui apportent de l'agrément, qui apportent du plaisir. Il y a un système qui le régule, sinon, chaque fois qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, on le consommerait jusqu'à épuisement. Soit épuisement du stock, voilà, il n'y a plus rien, donc je m'arrête, ou épuisement de mes forces. Voilà, il y a encore à boire de disponible, mais j'ai plus la force, je suis par terre ivre-mort et donc je m'arrête par épuisement. Or, chacun peut constater que même les choses qu'on aime beaucoup, on peut s'interrompre alors qu'il y a encore du stock et que l'on n'est pas épuisé. Donc il y a un système qui permet de réguler. Ce qui va être central, ce qui va caractériser l'addiction, c'est que ces objets sources de gratification, on a un système de contrôle qui permet de réguler. Sinon, on utiliserait toujours à l'excès. C'est-à-dire chaque fois qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, on en ferait usage jusqu'à soit épuisement du stock, soit épuisement physique. Or, l'expérience montre qu'il est possible, même pour les choses qu'on aime au mieux, de s'interrompre alors qu'il y a du stock disponible ou que on est encore en capacité et qu'on est encore en capacité de le faire. Donc ce système de régulation, c'est ce qui permet d'ajuster son comportement et ses consommations aux conséquences. Hein, on fait usage parce que c'est agréable, mais on régule en fonction des conséquences et du moment. Donc il y a des moments où c'est une bonne idée de consommer de l'alcool, puis il y a des moments où c'est plutôt une bonne idée de consommer du sucre, il y a des moments, c'est une bonne idée de consommer du travail. Et on peut avoir
On n'est pas toujours obligé au travail de s'embêter. On peut avoir des moments d'agrément au travail. En l'absence d'addiction, un individu, il va pouvoir surfer, si j'ose dire, pour aller d'une source d'agrément, d'une source de plaisir à l'autre. Et en cas d'addiction, ce système se dérégule, se bloque. C'est ce qu'on appelle le phénomène de perte de contrôle. Et du coup, la personne va avoir une perte de contrôle de l'usage. Donc, elle va se retrouver, malgré elle, de façon non planifiée, à être en usage en excès. Et du coup, ça, on va le repérer les conséquences, puisque si j'ai un usage en excès, à ce moment-là, l'effet toxique va apparaître, et c'est comme ça qu'on va le repérer. Donc, dans l'approche traditionnelle des addictions, ce qu'on repère, ce qu'on recherche, en fait, c'est un effet terminal d'accumulation d'effets toxiques. Et l'enjeu aujourd'hui, il y a des données qui nous permettent de repérer ce phénomène avant qu'il y ait les conséquences négatives et que éventuellement on se retrouve à la rue et avec tout un tas d'accumulations de problèmes, des problèmes secondaires qui en eux-mêmes deviennent des réalités, des difficultés réelles auxquelles les gens sont confrontés, en plus de l'addiction. Mais donc dans ce cas, c'est, faux de vouloir séparer les addictions aux substances, aux addictions, au travail, par exemple, parce que ce qui les réunit, c'est vraiment la perte de contrôle, peu importe la raison. Voilà, c'est alors de plus en plus, alors ça reste un débat hein, entre chercheurs et tout ça, mais il y a un fort courant. Si vous voulez, les similarités, elles sont quand on examine la perte de contrôle et ses caractéristiques pour l'alcool, pour le tabac, pour l'héroïne, pour le sucre, pour les jeux d'argent, on trouve des invariants. Donc ça, c'est un fort argument pour se dire que c'est la même chose. Un autre élément, c'est que la plupart du temps, ce système qui régule, il n'est pas spécifique d'un objet, d'une substance. Il semble prendre en compte toutes les sources de gratification, ou un certain nombre. Et d'ailleurs, la règle est plutôt que, on le voit très bien quand les gens viennent demander de l'aide pour une addiction, quand on examine attentivement avec eux, on s'aperçoit en fait qu'ils en ont déjà plusieurs. Voilà, que la perte de contrôle, elle s'exprime dans plusieurs domaines. Éventuellement, il y en a un qui leur pose plus de problèmes parce qu'il est plus toxique ou il fait plus de problèmes avec l'entourage, mais c'est très rare. Enfin, quand on regarde attentivement, même, je dirais, on ne le trouve quasiment pas, que quelqu'un n'ait vraiment qu'une addiction avec une seule substance ou un seul comportement de façon isolée. Donc ça, c'est un fort argument pour dire c'est la même chose. Mais il y a toujours des personnes qui disent que quand même, voilà, c'est pas parce que deux choses se ressemblent qu'elles sont pareilles. Et ça, c'est pas contestable. Et donc, il y a encore des personnes qui pensent que quand même, entre les addictions aux substances et les addictions sans substance, il y a des différences à prendre en compte, et que parmi les substances, toutes ne sont pas comparables. Mais je dirais aujourd'hui, les arguments de ces personnes sont plutôt minoritaires. Par contre, ce qui va différencier de façon très importante, c'est les conséquences. Voilà, les effets toxiques. Effectivement, les effets toxiques de l'alcool ne sont pas les effets toxiques du tabac. La tolérance, un des problèmes de l'alcool, c'est les effets toxiques aigus et l'agressivité que cela entraîne, qu'il n'y a pas pour le tabac. Donc, il y a une intolérance sociale, une difficulté. Quelqu'un qui est régulièrement intoxiqué à l'alcool va avoir beaucoup de mal à assurer son insertion sociale, familiale, groupale. Il va vite se retrouver à l'écart. Alors que quelqu'un avec un usage excessif, une intoxication répétée au tabac, va pouvoir garder son insertion sociale, familiale et amicale. Bien sûr, mais il y a aussi une grosse différence quand même, c'est l'effet de manque physique, provoqué par l'alcool, l'héroïne, qui qu'on ne retrouve pas avec le cannabis, par exemple. Alors ça c'est une très bonne question. En fait, dans la notion de manque, qui est une métaphore, hein, une métaphore, c'est-à-dire une image pour essayer de rendre compte pourquoi les gens, quand ils s'arrêtent, parce que ce qui se passe, la personne, elle accumule des dommages du fait de la perte de contrôle, donc elle est confrontée aux effets toxiques, aux effets négatifs, et donc, par réflexe, hein, le premier mouvement est de s'arrêter. Un, c'est d'encourager, consomme moins, tu auras moins de problèmes. Puis c'est un mouvement que la personne cherche à faire elle-même.
C'est un peu quand on perd contrôle de quelque chose, vous voyez, si tout à coup vous lâchez votre crayon par réflexe, sans même avant d'y penser, vous allez essayer de le rattraper. Donc c'est ce que les personnes font. Mais quand ils s'arrêtent, très vite ils reprennent. Et c'est comme s'il y avait un manque, un besoin. Alors en fait, pendant longtemps, on a confondu 2 phénomènes. Au moment où les gens s'arrêtent, il y a un phénomène aigu qui survient, qui est le syndrome de sevrage. Ça, c'est une conséquence, c'est-à-dire le système nerveux va s'adapter à l'exposition répétée à un objet. Et mais ça, c'est un phénomène physiologique normal, adaptatif, protecteur. Développement de la tolérance, syndrome de sevrage à l'arrêt. Quand il y a, après une période d'usage excessif, on s'interrompt rapidement, brutalement, on va avoir un temps de réadaptation. Peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, suivant les substances. Pour l'alcool, ça correspond à la gueule de bois. Vous voyez, si tout à coup, pendant un jour ou 2, pendant les vacances, vous consommez un peu plus, quand vous vous arrêtez, vous pouvez avoir, le lendemain, vous avez la gueule de bois. Mais en quelques jours, ça va disparaître. Cet aspect-là, il est le reflet des consommations, il n'est pas spécifique de l'addiction, de la perte de contrôle. Il va être une conséquence. Chez quelqu'un qui a une perte de contrôle, on va s'attendre à ce qu'il ait plus souvent un syndrome de sevrage, donc il ait plus souvent la gueule de bois que quelqu'un d'autre. Par contre, comme il est une conséquence, agir dessus ne modifie pas le pronostic. Pendant longtemps, on a cru que c'était une cause, que le syndrome de sevrage expliquait pourquoi les gens rechutaient. En fait, on s'est aperçu qu'on avait beau prendre en compte ce phénomène, les gens rechutaient quand même, qu'il y avait une sorte de manque à long terme, ou qu'on a appelé de manque psychologique, ou de dépendance psychologique. Autrefois, on appelait la dépendance physique ces manifestations de sevrage, et la dépendance psychologique, qu'on ne comprenait pas bien, comme ce besoin sans raison. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle de façon plus technique le phénomène du craving, c'est-à-dire une envie pathologique anormale qui se déclenche hors contexte. D'accord. Mais par exemple, Tony, notre témoin, le jour de notre entretien, il tremblait le matin parce qu'il n'avait pas sa dose d'alcool. C'est quand même encore autre chose que ça. Non, ça, ces tremblements, c'était vraisemblablement, parce que ça se caractérise notamment par des tremblements, un syndrome de sevrage du matin, dont le traitement ponctuel peut être par la prise d'alcool, ou il suffit juste d'attendre et ça passe. D'accord, mais parce que, apparemment, quand on est alcoolique comme lui et qu'on boit beaucoup, arrêter du jour au lendemain peut être létal. Pourquoi? Parce que le syndrome de sevrage peut mettre en danger transitoirement le pronostic vital, peut mettre en danger la vie. D'accord, mais donc c'est vraiment ce syndrome de sevrage qui provoque ça, c'est pas C'est pas l'addiction, c'est une conséquence de l'addiction. d'accord. Donc le fait de parler d'addiction physique, c'est faux? Ben, en fait, il y a eu un malentendu. Ce qu'on appelait l'addiction physique, la dépendance physique, et ce qu'on appelait la dépendance psychologique, pendant longtemps, on a pensé que c'était les 2 faces d'un même phénomène. Il y a la dépendance, avec un aspect psychologique, un aspect physique. Les progrès des 50 dernières années, on s'est aperçu que ce sont 2 faces de 2 montagnes différentes. La biologie de la dépendance psychologique n'est pas la dépendance physique. Et le vécu psychologique du syndrome de sevrage n'est pas la dépendance psychologique. Dans le public, parce qu'à un moment donné, on a cru que c'était les mêmes choses. Mais ce sont 2 choses indépendantes. Vous voyez, les tremblements du matin, c'est une adaptation à la conséquence de beaucoup consommer. Alors celui-là, c'est l'addiction, ce qu'on appelait autrefois la dépendance psychologique, c'est-à-dire ce phénomène, cette dérégulation. C'est-à-dire le système se dérégule et des envies se déclenchent de façon anormale. En situation normale, comment je fais pour savoir que là, c'est le bon moment de boire de l'alcool et une bière, là, c'est au contraire le bon moment d'être excité, d'avoir du plaisir à répondre à vos questions, puis tout à l'heure, ça sera le bon moment de prendre un cookie, et puis plus tard, ça sera le bon moment de faire un jeu vidéo avec mon ordinateur. En situation normale, les envies surviennent en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel je me trouve. Donc là, par exemple, si on me proposait une bière bien fraîche, que je peux apprécier par ailleurs, ben,
je ne vais pas en avoir envie. On ne va pas consommer en même temps qu'on échange là, non pas parce qu'on fait un effort pour ne pas consommer, mais parce qu'on n'en a pas l'idée. Inversement, ce soir, à l'heure de l'apéritif, on peut consommer une bière bien fraîche sans plus d'effort qu'on n'en a pas consommé cet après-midi. Et on va consommer de façon adaptée en fonction de ce qu'on doit faire après et des conséquences anticipées. Dans l'addiction, la personne, cette régulation se perd et les envies se déclenchent, n entre guillemets «n'importe quand». Mais le problème, c'est que quand une envie se déclenche, c'est tout un processus qui est activé et c'est difficile d'aller contre. Ça, c'est ces envies incontrôlées, pathologiques, du fait de la dérégulation du système. Donc la conséquence, voilà, ces usages répétés font que du coup, je consomme en excès et du coup, je tremble le matin. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, s'installer dans le corps qui fait que, maintenant qu'on a beaucoup consommé cette chose-là, on en a besoin pour pouvoir continuer de vivre. C'est juste les sevrages qui ont un impact trop fort, mais c'est pas un nouveau carburant pour le corps comme on pourrait le croire. Une fois que le système s'est dérégulé, la personne, s'expose de façon excessive et ces expositions excessives peuvent contribuer à déréguler le système lui-même, d'une part, mais aussi elles ont des conséquences. Donc je vais adapter ma consommation aux conséquences. Donc ce qui peut donner l'impression, hein, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a cru, et c'est le modèle toxicologique de l'addiction, en fait, c'est la consommation qui fait que, je vais développer une addiction. Et donc du coup, bah, si je supprime l'alcool dans la société, il y aura plus d'addiction. Alors il y aura plus d'addiction qui s'exprime au travers de l'alcool. Mais les personnes vulnérables pour l'addiction, leur addiction, elle va s'exprimer avec le sucre, le tabac ou les autres objets. Je comprends. Tony, je sais qu'à un moment dans sa vie, il avait besoin, de fumer un joint avant de dormir, sinon il ne dormait pas. Non, non, tout à fait. Bon, après, c'est-à-dire que je j'ai pas tout dit. Les objets d'addiction, si on en fait usage, c'est d'abord pour l'agrément que ça apporte. On est tous amenés à s'alimenter pour éviter la faim. Mais certains d'entre nous apprécient de s'alimenter même sans avoir faim. Ils apprécient, la texture des aliments, l'effet de l'aliment en lui-même. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui mangent que quand ils ont faim. S'ils ont pas faim, ben, ça les intéresse pas. Donc tous ces objets d'agrément, de plaisir, beaucoup, sinon tous, ont aussi des effets correcteurs. C'est-à-dire des effets correcteurs d'une anomalie préexistante. On appelle un effet thérapeutique. Alors, par exemple, l'alcool est un bon exemple parce que l'alcool, elle a un effet de détente, d'anxiolyse. Voilà, si je suis tendu, si je suis anxieux, quelle que soit l'origine de mon anxiété à un moment donné, un peu d'alcool va m'apaiser. Mais ça, pour l'expérimenter, il faut que je sois tendu. Si je suis relaxé, je ne ressens pas l'effet de détente de l'alcool. Par contre, si je suis relaxé, je vais pouvoir profiter de l'effet agréable de l'alcool. Donc du coup, il y a 2 et ça c'est vrai pour l'héroïne, pour la cocaïne, pour, le sucre, pour les jeux d'argent, tout ça, ils ont des effets de plaisir dont on profite au mieux quand on est bien et ils ont des effets correcteurs de certains états, mais qui ne vont s'exprimer que si on a cet état, de façon transitoire ou temporaire. Si je prends un exemple, vous voyez, si je prends de l'aspirine et que j'ai pas mal à la tête, je vais dire: «L'aspirine ne me fait rien, ça n'a pas d'intérêt». Si je prends de l'aspirine au moment où j'ai mal à la tête, je vais dire: «Waouh, c'est formidable, ça me fait du bien, ça me soulage». Si après je me dis: «Bah, tiens, je vais reprendre de l'aspirine, parce que ça m'a donné vraiment un agrément, mais que j'ai pas mal à la tête», rien ne va se passer. Donc les objets d'addiction, ils combinent ces 2 propriétés. Un effet de renforcement positif, c'est le terme technique, voilà, un effet de plaisir dont la condition pour en profiter, c'est d'être bien et un effet de correction d'un état anormal.
qui lui ne va s'exprimer que chez les gens qui ont un état anormal. Et les choses ne sont pas incompatibles. On peut avoir l'un, l'autre ou les deux. Et on peut développer une perte de contrôle de l'effet de plaisir qui ensuite induit des conséquences qui peuvent être corrigées en partie par la consommation. Donc l'addiction isolée peut se compliquer d'une utilisation autothérapeutique, mais qui en même temps maintient le problème. Donc par exemple, pour le cas de la personne interviewée, oui, mais je veux dire la personne interviewée, donc je vais en parler comme une sorte d'objet, parce que je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, hein, donc qu'il n'y ait pas de malentendu. Bien sûr, bien sûr. Si elle a une addiction, ce que je ne sais pas, puisqu'il faudrait vraiment faire un entretien et préciser les choses, mais elle peut, du fait de la perte de contrôle de l'addiction, de cette envie pathologique, de ce craving, elle consomme en excès, ce qui fait que il y a des fois le matin, elle tremble. Or, la plupart des gens qui ont juste des tremblements, juste la gueule de bois, sans addiction, souvent comme ils rapportent leur état actuel à leur usage excessif d'alcool, ils ont une aversion pour l'alcool. Ils ne consomment pas. Pourtant, le traitement symptomatique de la gueule de bois, c'est de reprendre un peu d'alcool. C'est ce que tous les gens savent quand on fait les fêtes dans le sud-ouest. On sait bien que le premier jour, on boit un peu trop. Si on ne boit pas du tout le lendemain, on ne va pas profiter des 3-4 jours de fête. C'est une prescription? Il faut reconsommer un petit peu, mais pas trop, pour assurer la descente. Dans l'addiction, la personne, elle se réveille le matin, elle a du craving, elle a cette envie pathologique, elle consomme. Et là, elle découvre que quand elle consomme, ça gère son problème de tremblement, que finalement, elle est plus opérationnelle de façon immédiate. Elle a un effet thérapeutique. Donc, ça va être un indice secondaire pour provoquer de l'envie. D'accord, c'est un cercle vicieux un peu. Voilà, il y a un cercle vicieux qui s'aggrave. Mais s'il n'y avait que les tremblements du matin, la personne, elle dirait « Oh là là, mais je ne suis pas bien », elle ne ferait rien, elle attendrait, ça passerait. Et voilà. Donc, c'est derrière, il y a un autre phénomène, il y a ce phénomène de perte de contrôle. Et ça, on peut, quand on peut en interrogeant les gens, et en fait, les gens qui ont des addictions, ils le disent depuis longtemps, mais on ne les a pas crus, parce qu'ils disent je ne le fais pas exprès. Et ça, souvent, c'est difficile, ça a été très longtemps difficile à comprendre pour l'entourage ou pour les observateurs ou même les professionnels de santé, parce qu'on voit la personne faire usage et on voit les conséquences, et du coup, on se dit pourquoi elle continue? Mais elle continue parce que le système de freinage, le système de régulation ne marche pas. C'est un petit peu comme quelqu'un dans une auto dont les freins sont cassés. Si les freins sont cassés, la voiture va de plus en plus vite. Et le premier réflexe, c'est de dire à la personne, mais freinez donc. Sauf que la personne, elle appuie sur la pédale des freins et ça sert à rien. Voilà, donc si on n'a pas la notion, oui, elle est en train d'appuyer sur la pédale des freins et la pédale des freins ne marche pas, et il faut faut trouver une autre solution. Le frein moteur, trouver une route qui monte, enfin, il y a plein d'autres façons de faire. Mais pas en continuant à chercher à arrêter d'une façon comme c'est le cas pour les personnes qui n'ont pas d'addiction. C'est ce que font d'ailleurs les addicts qui se rendent compte que c'est un problème, ils essaient d'arrêter et ils aggravent le problème en fait d'une certaine façon. Et Chaque fois qu'ils essaient d'arrêter, après au bout d'un moment, ils vont secondairement se démotiver. On dit, par exemple, il y a des légendes, on dit les personnes qui ont des addictions ne sont pas motivées. Pas du tout, ils sont très motivés. Mais comme on ne leur donne pas l'information, ils persistent à freiner avec la pédale des freins qui est cassée. Et donc au bout d'un moment, ils voient bien que ça ne sert plus. Donc ils abandonnent. Comme souvent l'entourage, les observateurs repèrent l'addiction sur ses conséquences toxiques qui surviennent décalées bien plus tard que l'expérience subjective de la perte de contrôle, la personne, elle a déjà vu que ça servait à rien d'appuyer sur la pédale des freins. Donc, quand l'entourage souvent dit « mais freine donc, regarde, tu vois pas que tu vas trop vite », la personne, elle a déjà vu que la pédale des freins, ça servait à rien, donc elle va pas répondre. Et là, l'entourage va interpréter, va surinterpréter en disant « tiens, il n'est pas motivé. Je lui ai donné des bons conseils, il les a pas suivis. » Mais non, la personne avait déjà vu que ça marchait pas. Mais il y a quand même une grande question autour de la volonté. Quand il est allé faire ces 2 cures, je parle de Tony, hein, bien sûr, il y est allé pour d'autres. Il y allait parce que, sa famille l'a incité à le faire, parce que la situation l'a poussé à se rendre compte que ça allait vraiment pas, mais il n'y est pas allé dans un but de se sauver d'une certaine façon. Et le praticien lui a dit, alors c'est sûrement une interprétation de sa part, hein, qu'il fallait qu'il touche le fond pour pouvoir, guérir. Et c'est là qu'il est parti à la rue et qu'il s'est mis à fumer de la cocaïne.
Qu'est-ce que c'est ça? Déjà, c'est quoi la volonté d'un point de vue psychologique et même peut-être neurobiologique? Alors oui, oui, non, la volonté, c'est, la motivation à s'investir dans une action. Mais c'est quelque chose qui est régulé aussi, hein, qui est auto-renforcé. Un problème, je m'investis dans une action, j'ai un résultat qui augmente mon investissement. Les personnes qui ont une addiction, au départ, c'est pas un problème de motivation. Les personnes qui ont une addiction sont très motivées parce que c'est les premières qui sont confrontées au problème. Donc il n'y a pas de problème de motivation. Par contre, elles ont une mauvaise information ou on leur donne pas la bonne information et donc elles cherchent à s'arrêter tout seul. Vous voyez, c'est encore une fois comme le conducteur dont la pédale des freins ne marche plus et qui persévérerait à utiliser la pédale des freins. Au bout d'un moment, il va se démotiver. Enfin, il va pas se démotiver, il va se désespérer. Que je fasse un effort en appuyant sur la pédale des freins ou pas, il y a pas de différence. Donc il va secondairement se démotiver. Si en plus on lui renvoie qu'on ne le croit pas, enfin si tu continues à aller vite, c'est que tu appuies pas bien sur la pédale des freins, appuie mieux, on l'encourage dans une impasse. Par contre, si vous lui dites: en fait, cool, relax, pas de panique, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, c'est parce que le système qui vous permet de vous arrêter ne marche plus, donc arrêtez d'appuyer sur la pédale des freins, ça sert à rien». Déjà, ça va le rassurer, il va se dire: «Bah, alors, c'est pas moi qui suis fautif, c'est la pédale des freins qui marche pas» et du coup, qu'est-ce qu'on a comme alternative à la pédale des freins? Il y a on l'a appris en faisant le permis de conduire, il y a le frein moteur et puis il y a la direction. Si je peux trouver une direction montante, je vais pouvoir reprendre contrôle sur la perte de contrôle. Ça, il y a des gens qui le trouvent tout seuls, qui voilà, spontanément, ils sont, dans un environnement suffisamment riche, enfin, ils ont des opportunités qui font qu'ils trouvent tout seuls. Beaucoup de personnes, les gens quand on les rencontre, et qu'on les prend en charge, c'est ça qu'on va leur dire. Voilà, arrêtez de chercher à arrêter tout seul. Si ça marche pas, c'est pas une question de motivation, c'est juste que ça marche plus. Ça marche pour les autres, mais pas pour vous. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le volant, lui, il marche. Trouvons une route montante. Mais ce qui est pas évident, parce que le volant, spontanément, on se dit pas, ça sert pour contrôler la vitesse. Ça sert pour la direction. Et justement, je voulais aller en bas. Donc là, vous voyez, il y a des shifts cognitifs, il y a des changements de paradigme qui ne sont pas évidents pour un certain nombre de personnes. Et c'est ça qu'on fait en thérapie. Temporairement, on va plus utiliser le volant pour aller vers là où on voulait aller au départ, qui est en bas, mais pour trouver un truc qui monte, peu importe où ça va, c'est juste pour pouvoir arrêter la vitesse et de pouvoir s'arrêter. Donc, quand la proposition d'aide, elle vient trop tard, que les choses ont évolué depuis trop longtemps, les gens sont secondairement démotivés. Donc là, il faut pouvoir retrouver leur motivation initiale et se remettre les choses. Et ensuite, le traitement de l'addiction, on est dans un modèle durable de maladie chronique, c'est-à-dire, c'est pas le sevrage, c'est pas la cure de sevrage ne sert à rien, puisque c'est travailler sur ces phénomènes d'envie anormale qui se déclenchent et comment trouver des réponses alternatives. Ouais, la clé, c'est la thérapie, c'est pas la Voilà, c'est une thérapie centrée sur le phénomène du craving. Donc que la personne puisse repérer ses envies, les anticiper pour trouver des réponses alternatives. parce que lui, il a essayé quand même, il est parti dans une cure et en fait, le soir, il passait le portail, il allait acheter de l'alcool, quoi. C'est parce qu'il avait du craving. Donc il aurait fallu qu'il puisse verbaliser ce craving, le rapporter, qu'on puisse le discuter avec lui, qu'il puisse utiliser des médicaments qui réduisent le craving. Mais ça, il faut le faire au long cours. Et il n'y a pas besoin d'être hospitalisé d'ailleurs. Seule une minorité des personnes avec addiction ont besoin d'être hospitalisées. Le modèle de la cure post-cure, c'est le modèle ancien, toxicologique, où on repérait les gens sur des conséquences secondaires. Donc les cures de «désintox» entre guillemets, c'est de l'intox. C'est Ouais, d'accord. c'est has-been. C'est pour ça que ça a pas marché, quoi. On agit sur un phénomène secondaire. Donc, pour l'alcool, c'est très important parce qu'au moment de cet arrêt du sevrage, il y a un risque vital, donc c'est justifié, enfin, qu'on y fasse attention. Mais une fois qu'on a obtenu l'arrêt, une fois qu'on a obtenu le sevrage, le mouvement naturel normal, c'est la rechute. Et c'est l'intervention, et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique aux patients maintenant clairement. Voilà, vous inquiétez pas, vous rechutez, c'est normal. On ne vous en veut pas. On ne vous demande pas de vous engager à ne pas rechuter. Par contre, on va travailler avec vous donner des trucs et astuces
pour pouvoir retarder la fréquence des rechutes. Le coût des médaillons alcooliques anonymes aux États-Unis, c'est nul, quoi. Pas forcément, c'est-à-dire que ça peut être un élément d'encouragement pour trouver des astuces pour retarder la rechute, mais il faut bien quand la rechute survient, c'est pas un drame. Vous voyez, quand la rechute survient, ça permet de calculer la fréquence actuelle de rechute. C'est ce qu'on explique aux personnes et aux familles. Voilà, quand vous rechutez, là, on pourra calculer la fréquence de votre rechute actuelle et comparer par rapport à la fréquence avant. Donc là, vous avez rechuté aujourd'hui et ça faisait 6 mois que vous n'aviez pas consommé. La fois précédente, vous aviez rechuté à 3 mois et la fois d'avant à 15 jours. La prise en charge est super efficace. On touche à rien, on continue. Si maintenant votre fréquence de rechute n'est plus que tous les 6 mois, alors qu'avant c'était tous les 3 mois et avant tous les 15 jours, c'est très efficace. Or, autrefois, où on interprétait la rechute comme l'échec, on a arrêté des prises en charge et découragé des gens qui étaient dans le succès. Je comprends. Et par contre, une fois qu'on a commencé à arrêter, il y a plus jamais de possibilité de consommer de l'alcool, par exemple, de façon normale? Ça c'est pas strictement vrai. Parce qu'encore une fois, la consommation, elle va être la conséquence de la prise en charge et du travail sur le craving. Il faut contrôler les envies. Ça, en conséquence, ça peut faire que du coup, il y a la fréquence des rechutes va s'atténuer avec le temps. Vous voyez, c'est pas de dire je m'engage. On a un mélange de plusieurs modèles. C'est-à-dire que c'est pas un manque de volonté, c'est pas à s'engager à ne plus consommer. C'est à reprendre contrôle sur le système de contrôle, à bien comprendre comment il fonctionne pour pouvoir s'adapter, à adapter son comportement à sa situation. Vous voyez, un peu comme le diabétique qui accepte qu'il a un diabète et une fois qu'il accepte qu'il a le diabète, a des outils qui lui permettent de contrôler sa glycémie avec du régime, son comportement et de l'insuline. C'est ça qu'on fait pour les addictions. Et donc, effectivement, l'encouragement est de dire bon, ben, pour vous, cette substance ou ce comportement qui a posé problème, il y a intérêt vraiment à le mettre de côté le plus possible. Mais ça ne va être possible que si la personne elle a d'autres sources de gratification. Parce que l'élément que j'ai oublié à dire, c'est que la recherche de gratification, c'est un comportement normal. C'est même un élément très fondamental du vivant. Le vivant, il est organisé pour aller vers le renforcement positif, vers l'agrément et l'évitement du désagrément. Donc, si je retire ce qui a été pour une personne un objet d'agrément, il faut que je m'assure qu'elle en ait d'autres. Parce qu'on ne peut pas rester vivant sans objet d'agrément, sans source de plaisir. D'ailleurs, ces agréments, c'est ce qui est généré enfin, c'est ce qui génère de la dopamine? C'est ça le. Oui, effectivement, un corrélat bien connu, c'est que quand on a libération de dopamine dans certaines régions du cerveau, ben, c'est contemporain de l'expérience d'agrément. Voilà, et ça, c'est nécessaire. Donc, il faut qu'on puisse avoir du plaisir. Mais quand on prend en charge quelqu'un qui a une addiction, on fait tout de suite l'inventaire des sources d'agréments, des agréments dont la personne dispose et sur lesquels elle va pouvoir se reporter et éviter des sources d'agréments qui soient des substances ou des choses qui ont besoin d'un système de contrôle très opérationnel. Donc plus des sources d'agréments, plus éducatifs, plus complexes, qui sont moins dépendants du système de contrôle. Si vous aimez la conduite nerveuse, sportive, vous avez besoin d'un système de freinage très efficace. Si vous appréciez de conduire à 20 à l'heure, bah, si vos freins ne marchent pas, c'est pas gênant. Mais aimer conduire à 20 à l'heure, pour beaucoup de personnes, ça s'apprend. C'est pas évident. C'est pas. Tandis que pour savoir si j'aime l'alcool, c'est pas compliqué. Je prends un peu d'alcool et très vite, il y a les gens qui disent waouh, c'est bien, puis d'autres, wow, ça me plaît pas. Je prends un peu de cannabis, très vite, il y a des gens qui disent oh non, moi ça me met pas bien, puis d'autres waouh, ça m'a plu. Avoir du plaisir en lisant l'Odyssée de Homère dans le texte original, si on n'est pas accompagné par quelqu'un, c'est pas évident. Donc, tout ça, ce sont des sources d'agrément et de plaisir, mais les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. Et plus la condition d'accès est facile, plus le système de contrôle est nécessaire. Plus la condition d'accès est plus complexe, plus elle est compatible avec un système de contrôle. Mmh. Mais donc ça veut dire qu'en fait, pour soigner l'addiction,
c'est pas la substance, c'est pas l'objet de l'addiction sur lequel on doit travailler, mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Les 2. Il va falloir travailler pour les envies anormales qui font que la personne continue à avoir envie de cette chose qu'elle ne veut pas, donc le phénomène du craving, et par ailleurs, pouvoir l'orienter vers d'autres sources de gratification qui ne la mettent pas en danger. Donc par exemple, pas remplacer l'alcool par le tabac ou la cocaïne ou l'inverse, mais trouver, voilà, lire Homère, lire l'Iliade, enfin trouver, Je vais proposer ça à Tony, mais je suis pas la sûr, hein. beauté, voilà, mais bon. Oui, donc parfois, il y a des personnes, en reprenant leur histoire et tout, ben, on retrouve, je sais pas, ils aimaient la musique, le piano, le truc, et on peut renouer des sources d'agrément. Il y a d'autres personnes, il faut faire, entre guillemets, de l'implantation, de la greffe de plaisir. Vous voyez? Et c'est un préalable avant le reste. Et voilà sur quoi la personne va s'investir. Et quand quelqu'un a perdu beaucoup de contacts sociaux, se retrouve à la rue, ben, l'accumulation des problèmes, c'est plus difficile. Mais on peut tout à fait prendre en charge, des personnes, pour leur addiction à la rue. Bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais faire, quelques questions que j'espère un peu plus rapides. J'avais une question importante sur l'alcoolisme héréditaire. Est-ce que ça existe déjà vraiment? Alors oui, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a des familles où on voit bien, d'une génération à l'autre, il y a un usage, problématique d'alcool. Et là, il y a plein de données, c'est-à-dire de et là, c'est pas spécifique aux addictions. De façon générale, pour toutes les maladies chroniques, et beaucoup de maladies chroniques, en fait, sont des maladies de dérégulation d'un système de régulation. Les maladies mentales, voilà, le trouble bipolaire de l'humeur, c'est une dérégulation du contrôle de l'état dans lequel je me trouve entre joie et tristesse. Vous voyez, expérimenter la joie, on c'est tous, c'est normal, la tristesse, c'est tout le monde, c'est normal, et on passe de l'un à l'autre en fonction du contexte où on se trouve. Dans le trouble bipolaire de l'humeur, le système se dérégule par rapport à l'environnement. Tout à coup, je suis, hyper joyeux à l'excès, alors qu'il y a pas d'événement particulier, ou je suis au contraire, triste à l'excès et de façon durable, alors que, la situation ou l'événement est passé depuis longtemps. Mais c'est pas spécifique, au cerveau, c'est tout l'organisme humain, il est fait de systèmes de régulation. Je parlais du diabète. Dans le diabète, il y a un système qui régule, la glycémie. Dans les bronches, dans le poumon, vous avez un système qui régule la contraction des bronches. Voilà, quand ce système se dérégule, ça fait des crises d'asthme. Dans l'addiction, c'est pareil, c'est ce système de régulation des sources de gratification qui se désorganise. Et donc là, on est dans un modèle de maladie chronique, et toutes ces maladies chroniques, elles ont un facteur génétique. C'est-à-dire, il y a clairement le fait d'avoir des antécédents familiaux, c'est-à-dire elles ont à la fois un facteur d'environnement, il y a des facteurs d'environnement qui augmentent le risque, et elles ont des facteurs familiaux, éducatifs, et des facteurs familiaux génétiques. Donc on le trouve pour l'hypertension artérielle, pour l'asthme, pour le diabète, pour l'addiction. Donc c'est vrai, à titre individuel, tout égal par ailleurs, si dans votre famille, voilà, j'ai mon père qui a eu une addiction, ben, moi, je suis plus à risque d'avoir une addiction. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces facteurs de risque, y compris génétiques, c'est pas automatique. Donc la majorité des gens qui ont des antécédents familiaux, ils vont pas avoir eux-mêmes d'addiction, mais ils ont beaucoup plus de risques que ceux qui n'en ont pas. C'est ça. C'est pas l'addiction ne se transmet pas, ce qui se transmet, c'est le facteur de risque. Il y a un facteur de risque, voilà, qui se transmet. Pour le moment, la connaissance n'est pas assez fine pour pouvoir faire des tests de dépistage ou des choses comme ça. Alors, il y a un débat dans les préventologues. Est-ce qu'il faut le dire aux gens? Alors, il y a des gens qui disent, ben, c'est une information qu'il faut donner aux gens pour que les gens comme ça prennent des précautions individuelles. Voilà, comme moi, je sais que j'ai des antécédents dans ma famille, ben, je fais hyper attention à l'alcool. D'ailleurs, j'en consomme pas, mais par contre, je vais m'investir dans d'autres choses. Hein, je fais attention, donc j'ai une action de prévention. Et puis d'autres qui disent, mais non, parce que seule une minorité, on va inquiéter les gens, alors seule une minorité parmi ceux-là vont vraiment développer une addiction, et du coup, on peut induire des dommages collatéraux. Les gens peuvent s'inquiéter inutilement. J'avais une dernière question qui me semble importante. Hem, Quelle question puis-je me poser pour savoir si j'ai une addiction à quelque chose? Quand on n'a pas d'addiction, on est très syntone
au contexte et à l'environnement. On a envie quand c'est approprié et on n'a plus envie quand c'est plus le moment. Quand on est en excès, bah, c'est un moment prévu où tout le monde est en excès et puis quand voilà, donc ça, c'est la situation normale, si je qui n'est pas sans risque, hein, bien entendu, qui n'est pas sans risque parce que, quand je vais dans une fête où il y a beaucoup d'alcool, je vais consommer plus d'alcool que d'habitude et du coup, tous les risques qui y sont associés, hein. On peut s'intéresser aux consommations, même en l'absence d'addiction, hein, et qu'il y a de l'information, il y a des modes d'emploi à donner aux gens pour savoir comment faire usage à moindre risque. Mais sinon, au titre individuel, l'élément sur lequel on oriente la prévention maintenant, c'est quand les gens commencent à expérimenter des envies hors contexte. Voilà, quand on se retrouve à faire l'expérience d'avoir envie alors qu'on voudrait pas. Quand on reprend l'histoire de l'addiction des personnes qui finalement ont une addiction, elles décrivent bien, à un moment donné, elles ont fait une expérience individuelle, personnelle, autour de personne ne remarquait rien, mais elles ont remarqué que leur consommation s'est modifiée. Elles se sont mises à consommer, alors classiquement on dit tout seul, hors contexte, mais surtout de façon un peu à l'insu du plein gré. Oui, tout à coup, je me suis aperçu que j'avais consommé, mais et puis en me disant, mais c'était pas approprié, c'est pas le moment, c'était voilà, j'ai pris l'apéritif trop tôt et je n'en suis pas heureux. Alors que quand on sort, on fait la fête avec des amis, on boit un peu trop, mais bon, on est syntone à son environnement, on est content. Et la fois d'après, on ajuste pour essayer d'avoir moins la gueule de bois. Tandis que là, les gens commencent à percevoir qu'ils ne font pas comme ils veulent. Mais, est-ce que déjà avoir l'envie est un signe? Est-ce que par exemple, c'est la jour on est enfin, on va en cours par exemple et on a envie de fumer un joint, mais on le fait pas. Ah oui, beh, ça c'est pas normal. Justement, c'est ça que les gens rapportent. Tout à coup, je me suis aperçu que j'avais des envies alors que c'était pas le moment. Les gens pouvaient dire: «Bah, moi j'étais plutôt voilà, dans un bon consommateur, enfin j'étais, leader de mon groupe, je» mais c'était dans le contexte et puis tout à coup, je me suis aperçu, voilà, en allant à l'école, je commençais à avoir envie et ça or ça, actuellement, on donne pas assez d'informations aux gens, donc les gens le gardent pour eux ou quand ils en parlent, on leur disait: «Ben non, faites un effort, pensez à au» non, c'est int non. Alors là, il faut pouvoir rentrer dans un truc plus subtil. «Ah bon, tiens, vous avez expérimenté ça, mais ça, c'est pas normal. Allez consulter, allez, il faut qu'on explore parce que c'est peut-être le début d'une addiction et donc c'est très important qu'on puisse intervenir alors qu'elle est il y a comme on fait pour le diabète. Aujourd'hui, on n'attend pas que les gens aient des complications du diabète pour dire qu'il y a un diabète. On sait parce qu'on sait regarder directement la glycémie dans le sang. Alors pour le moment, on ne sait pas regarder directement dans le cerveau, la dérégulation en elle-même. Mais on peut s'en approcher par le repérage précoce du phénomène du craving, donc ces envies anormales. Et ça, c'est l'enjeu de la recherche des 5 à 10 ans qui viennent. OK. Eh ben, on va suivre ça avec attention. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter avant que je vous laisse? Non, non, sinon que voilà, le cas est intéressant, mais il est très riche, il y a beaucoup d'éléments. Juste strictement avec les éléments que j'ai, est-ce que cette personne a une addiction? Est-ce qu'elle a une utilisation autothérapeutique pour un autre trouble qu'elle décrit dans l'enfance, ces particularités qu'elle avait? Est-ce qu'elle a les 2? Ça demande à être, exploré. Pour les addictions en général, on a des prises en charge efficaces, avec une efficacité comparable. Quand on regarde formellement les données scientifiques, on a dans le champ des addictions des stratégies qui ont une efficacité comparable au reste de la médecine en général. C'est pas vrai que c'est moins efficace. L'efficacité, elle ne consiste pas à dire aux gens, débrouillez-vous tout seul. Qu'on a dit autrefois. Hein, il y a des études qui montrent quand on regarde le motif de première consultation, les gens viennent dire, voilà, il m'arrive un truc bizarre, j'arrive pas à arrêter, aidez-moi. Et la réponse qui a été donnée, c'est la force est en toi. Il y a que toi qui peux décider. On peut pas décider à ta place. En fait, on s'est pas rendu compte que les gens, ils venaient en disant, mais les freins ne marchent pas, aidez-moi. Elle leur a dit, bah, appuyez mieux sur la pédale des freins et on s'aperçoit, beaucoup, les professionnels se disent, bah, les gens qui ont des addictions, c'est bizarre, ils viennent à la première consultation, ils viennent pas à la deuxième. Bah, forcément, puisqu'on leur a dit, la force est en toi. Donc on leur dit, revenez quand vous serez guéri. Il suffit de dire, bah, non, vous êtes au bon endroit, et maintenant, on va travailler avec vous pour travailler sur ces envies, pour réduire la probabilité de faire usage. Et on va regarder, on va monitorer attentivement pour voir la baisse de fréquence des rechutes.
tout de suite, tout de suite, ça marche. Oui, il y a des solutions. Et plus elles viennent tardivement, plus elles vont être coûteuses à mettre en place, en temps, en investissement, et il va falloir se donner du temps. Mais ça marche. Ok. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Continuons la conversation sur le site communauté.capsuleinternet.fr. En plus d'y retrouver les ressources citées dans l'épisode, vous pourrez poser des questions que nous adresserons à Tony lors de l'enregistrement de notre épisode de conclusion. Vous pourrez aussi poser vos questions sur notre prochain thème, l'identité de genre et la transidentité. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais, c'est moi, et Nicolas Chavardès, c'est lui.